Ici Jean-François Guérin, bienvenue à Dossier en cours. Bonne fin de semaine, bienvenue à votre rendez-vous des affaires policières et judiciaires sur LCN. On va faire le point au cours de l'émission sur le sommet sur le vol de voiture qui a eu lieu cette semaine. Vous savez, le vol de voiture, c'est un sujet qui concerne tout le monde, les policiers, les gouvernements, mais vous n'y avez peut-être pas pensé, les contrôleurs routiers qui souvent mettent la main sur des véhicules volés. Ils demandent à être armés. On a une entrevue là-dessus avec leurs représentants. Il va être question également de la violence armée. On a vu une recrudescence inquiétante dans la région de Gatineau et de l'Outaouais. On en parle avec le directeur adjoint du service de police de Gatineau. Mais d'abord, il a mis fin, du moins pour l'instant, cette semaine, à sa carrière politique, une carrière marquée par la défense des victimes. Perdre une fille, c'est pénible, c'est terrible dans une vie. Mais perdre ses deux filles, c'est un vol qualifié. Je peux me permettre de vous demander si vous sentez la présence de vos filles. Surtout. C'est une loi, c'est une obligation d'informer les victimes. Je tiens d'abord à vous dire un gros merci pour ces 14 ans. Vous avez toujours bien transmis mes messages. Puis ça, je pense, les victimes, surtout les femmes, c'est un... Vous reconnaissez donc l'ex-sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Monsieur Boisvenu, bonjour. Monsieur Guérin, bonne journée. Ça fait 20 ans que M. Boisvenu et moi, on se connaît depuis les débuts de l'AFPAD, donc plus de 20 ans à défendre les victimes, 14 ans là-dedans dans l'implication politique. Mais ma première question, M. Boisvenu, Julie et Isabelle, ça a été les forces derrière votre action. Oui, comme j'ai toujours dit, pourquoi vous avez autant d'énergie? J'avais un moteur avant, maintenant j'en ai 3. C'est ça qui m'entraîne vraiment, de perdre sa fille, comme surtout Julie. C'est un vol, dans le fond. Hein? Et quand c'est arrivé, j'ai créé l'association, tu te souviens, mais je n'ai jamais regardé en arrière. Tout de suite, Julie m'avait donné comme cette mission-là avec sa mort, comme si on était tous les deux liés l'un à l'autre. Évidemment, dans son père. Puis je suis parti tout de suite. Je n'ai jamais regardé en arrière. Puis mon expérience dans le système de justice, je me suis dit, il ne faut pas que les autres familles vivent la même expérience, d'être oubliées, d'être tassées, d'être ignorées. C'est comme si vous autres, avant l'AFPAD, avant l'Action au Québec, les victimes, il y avait les droits du criminel, mais les victimes, elles, bien, attendez votre tour. Bien, même dans l'aide aux victimes, les familles n'étaient pas considérées comme victimes. Tout ce qu'ils recevaient, c'était un chèque de 600 $. Mais l'aide thérapeutique, l'aide médicale, il n'y avait absolument rien. Donc, c'était pour moi, veut dire, un choc de savoir qu'on va prendre le criminel, on va l'incarcérer, il va nous coûter à peu près 150 000 par année. Il va avoir le droit à beaucoup de privilèges et de droits en prison ou en pénitencier. Puis les familles, on les laisse complètement tomber. 42 projets de loi que vous avez présentés ou parrainés dans votre période au Sénat. Mais je pense, M. Boisvenu, l'œuvre centrale, c'est justement la Charte des droits des victimes. 2011, 2015, on est majoritaire. 42 projets de loi sont déposés par le gouvernement à la demande des groupes de victimes.
le 3/4 seront adoptés, et j'en ai parrainé une vingtaine là-dessus. Depuis 2015, on est en opposition. J'ai déposé 15 projets de loi, j'en ai fait adopter 3. Et évidemment, le plus important, c'est la Charte des droits des victimes qui a été adoptée en 2015. Mais qui aurait besoin d'une petite mise à jour. Hein? Oui, parce qu'une charte, c'est un véhicule qu'on donne, dans le fond, à un groupe, comme la Charte des droits et libertés, qui était adoptée en 1982. C'est un véhicule qui était vide. Mais les décisions judiciaires sont venues renforcer cette charte-là, qui fait que les criminels, aujourd'hui, s'en servent allègrement. Alors que les victimes, cette charte-là n'a pas progressé depuis 8 ans sous le gouvernement actuel. Et c'est ça qui mériterait... C'est ça que le gouvernement aurait dû faire, d'ailleurs, d'upgrader, d'améliorer cette charte-là au fil des plaintes que le gouvernement reçoit dans l'aide aux victimes. Vous dites que le système s'est ramolli depuis 8 ans. Pourquoi? D'abord, toutes les actions du gouvernement ont été portées à radoucir le code criminel, à enlever du code criminel un paquet d'infractions, à retourner des criminels chez eux. Si, un exemple, la sentence est moins de 2 ans, on l'a vu dans le cas d'agression sexuelle, on l'a vu dans le cas de violence conjugale, alors que le gouvernement n'a pris aucune action depuis 8 ans pour les victimes d'actes criminels. Ça, c'était vraiment le focus qui était mis sur les criminels. Mais ça fait partie un peu de l'ADN des libéraux. De tout temps, les libéraux ont toujours été plus préoccupés par les droits des criminels, faire en sorte que le système soit le moins contraignant possible pour les criminels. Un exemple, dans la violence conjugale, on donne des ordonnances aux agresseurs de ne pas s'approcher de la conjointe. Dans 50 des cas, les ordonnances ne sont pas respectées par l'accusé. Il n'y a aucune conséquence à ça. Là, je dépose un projet de loi, le S-205, où là, je dis, non, c'est pas vrai. La Cour te donne un privilège de te remettre en liberté avec des conditions que tu ne respectes pas. Moi, j'ai dit ça va être minimum 2 ans de prison. Bien, les libéraux, dans ce projet de loi-là, qui va être adopté possiblement la semaine prochaine, ont enlevé toutes les conséquences à ne pas respecter des ordonnances. C'est ce projet de loi sur la violence conjugale qui est votre dernière œuvre, finalement, au Sénat. Et ça va enchasser dans le code criminel, corrigez-moi si je me trompe, toutes les notions de féminicide, les notions qui sont propres à la violence conjugale et à ses gestes les plus extrêmes. On vient presque créer dans le Code criminel un chapitre spécifique à la violence conjugale, ce qui va faire en sorte que dans les années à venir, si on veut améliorer la situation des femmes qui sont victimes là-dedans, bien, il y aura leur chapitre. Fait qu'au fur et à mesure que l'histoire va progresser, on va pouvoir améliorer les droits des femmes, améliorer leur protection, améliorer leur réhabilitation, leur reconstruction, dans le fond, parce qu'une femme qui a vécu de la violence conjugale pendant 20 ans, on imagine que cette femme-là, il faut la rebâtir quelque part. Oui. Ça va faire en sorte aussi peut-être qu'on va adopter ailleurs au Canada le bracelet électronique qui est déjà au Québec. Déjà au Québec. Et le S-205 va faire en sorte que le bracelet va être étendu partout au Canada. Mais mieux aussi, c'est que les hommes qui sont accusés devront suivre une thérapie. Parce que là, on veut travailler sur la cause de la violence faite aux femmes. La cause de la violence faite aux femmes est avant tout une affaire d'hommes. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte que ces hommes-là aillent chercher la thérapie pour pas qu'ils fassent d'autres conjoints de victimes. C'est ce qu'on voit trop souvent. On a parlé cette semaine du sommet sur le vol de voiture. Je pense que vous auriez aimé avoir un sommet national sur les féminicides. Hein? Écoutez, il y a eu 50 plus de vols de voitures au Canada depuis 8 ans. Il y a eu 60 plus de féminicides. Il y a une émission à JE qui se fait une soirée. Le lendemain, 5 ministres sortent publiquement pour annoncer un sommet sur la carrosserie. Alors que moi, depuis 8 ans, je dis à ce gouvernement-là, il faut mobiliser les forces pour faire en sorte qu'il n'y ait pas autant de femmes qui se font assassiner au Canada. 2019, il y a 114 femmes qui se font assassiner. 2022, il y en a 188. C'est un véritable fléau. Je vous écoute parler, M. Boisvenu. J'ai l'impression que votre action ne s'arrêtera pas là. Quelle forme elle va prendre? Est-ce que vous retournez à l'AFPAD pour défendre les victimes au sein de cet organisme-là? Est-ce que vous allez faire de la politique, être député? Vous soupesez ça présentement? Exactement. La mission que Julie m'a donnée, c'est une mission de vie. Je ne peux pas dire demain matin, je prends une vacance de ça. C'est comme si je ne respecterais pas mon engagement par rapport à Julie d'abord, puis par rapport aux victimes. Donc, je vais poursuivre là-dedans. Quelle forme va prendre cet engagement-là? Moi, je pense que je fais confiance à mes filles, puis je suis convaincu que d'ici là, 1 an, mes filles vont me trouver ce canal-là. Vous le savez pas déjà? Non, moi, je te dis franchement, la politique active, c'est une possibilité. Être près d'un ministre comme conseiller, c'est une possibilité. Retourner à l'association, c'est une possibilité. Être dans les médias, ça peut être une possibilité. C'est un message que vous nous envoyez là. Hey, dites-moi... Non, mais vous faites du très bon travail, ça, je vais vous le dire. Mais vous avez senti pendant ces implications politiques que quand on est... C'est beau faire des pressions de l'extérieur, mais quand on est dans l'appareil,
Ça pousse la machine plus vite. C'est un privilège. Ouais. Pour quelqu'un qui défend un dossier comme les victimes de criminels, qui est en grande partie sous la responsabilité du gouvernement fédéral à cause du code criminel, vous imaginez d'assister au caucus avec les ministres à toutes les semaines, vous donnez un petit coup de coude, tu dis, je peux-tu te voir 5 minutes après, tu le vois, tu parles du dossier que tu as pris connaissance, l'action est immédiate. Alors que si vous êtes président d'une association, ça prend des mois et des mois avant d'avoir un contact ou avoir de l'action dans ce que vous voulez changer. Merci beaucoup, M. Boisvenu. Bon succès dans votre deuxième carrière, quelle qu'elle soit. Je sais que vous avez eu 75 ans, mais vous avez encore énormément. Je pense que vous avez l'énergie d'un gars de 35 ans. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. Merci. On enchaîne avec notre spécialiste en affaires policières, Roger Ferland. Salut, Roger. Bonjour, Jean-François. On va se pencher d'abord sur une affaire qui est survenue cette semaine. Malheureusement, un scénario trop connu, un meurtre suivi d'un suicide à Laval. Richard Germain qui a tué son père Pierre, âgé de 67 ans, dans un appartement. Et il faut savoir que Richard Germain avait un passé de meurtrier. En 2000, il avait assassiné son ex-copine, avait plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire. Il y a de ces cas, Roger, qui nous rendent un peu impuissants ou en quête de réponse sur ce qu'on aurait pu faire pour prévenir ça. Ah, vraiment, Jean-François. Puis je suis convaincu cette semaine, quand je regardais ça, que les policiers de Laval, qui ont déjà arrêté une première fois ce gars-là, en fait, il y a plus de 20 ans, sont pris encore aujourd'hui, si on veut arriver à des réponses exactes, de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé, de refaire encore là une rencontre avec plusieurs témoins, une analyse à scène de crime, des techniciens d'identité qui vont encore s'assurer qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cet appartement-là, avec tous les traumatismes que ça amène pour les citoyens, pour ensuite, après ça, arriver à donner des faits. C'est sûr que la seule conséquence positive, j'ai envie de dire, il n'y aura pas de procès dans les circonstances parce que la personne s'est elle-même enlevé la vie. Mais il y a des grands moments où ce que les policiers sont obligés de faire preuve de beaucoup de résilience, puis d'essayer après ça de juste essayer de donner un baume aux citoyens qui vivent ces traumatismes-là alentour et qui sont conscients de ça. Oui, Roger, il faut le dire, il avait terminé de purger sa peine. En même temps, il restait avec son père et quand on lit les rapports de la Commission des libérations conditionnelles, il était inscrit noir sur blanc qu'il avait de graves conflits avec son père depuis la jeunesse. Mais en même temps, quel contrôle on peut effectuer là-dessus? Bien, c'est ça. Vois-tu, c'est des réalités. Les libérations conditionnelles évaluent des risques avec des pourcentages. Est-ce que le risque est moyen, élevé ou peu importe? J'entendais des spécialistes cette semaine en parler. T'sais, ils avaient considéré à 20 d'ici 3 ans les chances de récidive à peu près. C'est ce qu'on peut calculer quand tu regardes ça rapidement. Mais il faut encore là que la personne ne consomme pas de stupéfiants. Il faut que la personne, à ce moment-là, ne consomme pas de drogue. Et là, par contre, on la place dans peut-être son milieu qui était la source de son problème, soit en compagnie de son père. Il y avait des risques effectivement importants que la personne puisse s'en prendre peut-être à des gens avec qui il y a eu des conflits dans son enfance et dans son éducation. Et c'est ce qui est passé à l'acte, en fait. Autre sujet maintenant, Roger, une semaine mouvementée, entre autres pour les policiers de Montréal. Une policière a été happée par un véhicule qui a fait un délit de fuite cette semaine lors d'une intervention. Elle a été gravement blessée, elle va s'en tirer, mais ça nous montre encore une fois, Roger, à quel point les suspects, en prenant la fuite, savent très bien qu'il n'y aura pas de poursuite ou s'il y en a une, la poursuite va être de très courte durée. Hein. Vraiment, Jeff. Puis ça, c'est quasiment un secret de polichinelle, Jean-François. Là, je pense que juste les honnêtes citoyens qui savent que les policiers, à moins de très grandes exceptions, la règle, c'est que tu ne poursuis pas si c'est uniquement pour un véhicule volé la cause de l'infraction. Tu es toujours obligé d'évaluer si tu enclenches une poursuite, quelles vont être les conséquences. Puis on sait qu'en milieu urbain, les risques sont pas mal plus grands que si tu es sur l'autoroute. Mais si tu es sur l'autoroute, tu as encore énormément de critères parce que la poursuite policière, au fil des années, a été extrêmement balisée par beaucoup de règles. Il y a eu des incidents malheureux. On veut plus que ça arrive à ce moment-là. Mais c'est ce qui fait que, tu regardes, on a eu cette policière-là qui a été blessée. Heureusement, maintenant, elle devrait quand même mieux s'en tirer, malgré le fait qu'elle a vécu un traumatisme. C'est énorme, c'est incroyable. Tu fais ton travail et on te fonce dessus. Dans ces heures-là, Jeff, il y a eu 4 poursuites, à ce que je calcule vite, en l'espace d'une douzaine d'heures, pratiquement toujours avec des véhicules volés ou des gens armés qui veulent se soustraire aux forces policières suite à une interception. C'est triste, mais des fois, je vois que la jeunesse a développé le réflexe comme si c'était le jeu Grand Theft Auto, là, tu sais. Donne un coup de pédale de gaz, pousse-toi de la police. D'abord, si tu réussis à s'en sauver dans les premières minutes,
ils partiront pas en poursuite derrière toi. C'est triste, mais ça fait partie du coût-bénéfice que nous, comme policiers, on est obligés d'évaluer. Si je le fais, qu'est-ce qui va se passer? Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Il peut toujours y avoir des personnes innocentes qui se trouvent Oui. sur le trajet de cette poursuite policière. Ça peut toujours arriver. Ou dans la fuite du suspect. Justement, tu parlais de véhicules volés. C'est un fléau. Il y a eu le sommet national cette semaine pour étudier la question. Beaucoup de belles paroles, de belles intentions. Mais Roger, qu'est-ce que tu vois qui va ressortir concrètement de tout ça pour mettre fin aux activités de ces véritables PME? Parce que c'est payant, le vol de voiture, hein? Ah oui, tu l'exprimes, Jeff, puis je vais prendre ton terme, une PME. C'est payant, ça a été facile, simple. Les criminels arrivent à s'enrichir rapidement. Je pense qu'encore là, on est dans une situation où les criminels en ont abusé. Vois-tu? Ils ont abusé du fait qu'on ne poursuit plus ces crimes-là beaucoup. On ne déclenche pas de poursuite automobile quand ils sont arrêtés pour ces genres de crimes-là. Alors là, on vit avec une autre situation où est-ce que c'est plus win-win pour personne. C'est uniquement le criminel qui en est gagnant en bout de ligne. Oui, parce que, Roger, J'ai les vu cette peines sont semaine. ridicules. Et il n'y a pas des grosses peines de prison pour ça, là. Non. Ces dernières années, Jeff, le gouvernement en place là, a loussé et a permis à beaucoup d'endroits. Et ça a favorisé le crime. C'est incroyable. Puis toutes des décisions, en fait, qu'au niveau des lois fédérales, que ce soit les douanes, que ce soit les entrées au pays des immigrants, puis un paquet de situations, il y a des décisions qui auraient dû être prises à très haut niveau. Et on ne l'a pas fait. Alors, j'espère en ce moment, Jeff, puis j'avais une analogie dans ma tête quand j'étais jeune police aux enquêtes criminelles. Il y a un patron qui était venu dire « OK, les gars des renseignements, vous nous donnez plein d'informations. Là. Il y a un criminel là, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'on n'est plus rendu à l'étape des compter et de sortir des statistiques, Jeff. Il est temps qu'on monte des techniques efficaces et qu'on en arrête. Je le sais que SPVM, en ce moment, entre autres, et un peu partout au Québec, à tous les jours, il y a des arrestations de vol de véhicules. Mais quelles sont les conséquences? Exact. Encore là, a-t-on le vrai nom de la personne qui est écrit quand on fait l'arrestation? Je suis convaincu qu'on va découvrir tantôt qu'on arrête des gens. On les arrête, mais il faut qu'on les relâche, Jeff. Ah oui. On a-tu arrêté le bon? Ouais. On le saura peut-être dans quelques semaines, mais triste, mais c'est la réalité qui est là. Des lois pas très sévères, des ports qui sont comme des zones où il est impossible d'aller chercher les véhicules, où on ferme les yeux sur le contenu de certains conteneurs, tout ça. Il y a plusieurs raisons à tout ça, mais on aura l'occasion de s'en reparler. Roger, merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Certainement. Salut. Bonne semaine. Bye-bye, Jeff. On retourne justement pour contrer des problèmes comme le vol de voitures. Les contrôleurs routiers veulent avoir davantage de moyens. Ils demandent carrément d'être armés. Et ils font leur demande au gouvernement du Québec, entrevue dans un instant.